C'est dommage, parce que si on avait appliqué cette rectification, réintégration de 1%, sans intégration fiscale, eh bien on n'aurait plus eu besoin, dans les groupes de PME, d'intégration fiscale. Sauf les cas très rares où on a des déficits permanents. Et donc là, ça méritera peut-être un jour que des contentieux se nouent et que ça débouche sur une décision qui soit aussi favorable aux filiales françaises qu'aux filiales européennes, potentiellement intégrables. On entre désormais sur des sujets de reconduction, du suramortissement concernant les véhicules qui utilisent des énergies peu polluantes. Et ce sont des véhicules qui sont acquis neufs et qui peuvent bénéficier de suramortissement de 60, 40 ou 20%, qui sont dépendants du poids du véhicule. On est donc en présence non pas de véhicules de tourisme, mais de véhicules qui sont des camions. Et on étend ce dispositif aux véhicules rétrofités et aux véhicules pris en location longue durée. Le véhicule rétrofité, c'est un véhicule sur lequel on a remplacé le moteur thermique par un moteur électrique. Et puis ce qui est aussi à noter, c'est que les engins non routiers, peu polluants, utilisés par des entreprises du BTP, des mines ou des remontées mécaniques, peuvent bénéficier sur leurs investissements d'un taux majoré sur amortissement de 60 et 40%. On note sur ce petit slide que cette mesure est en fait une reprise d'une mesure qui était interrompue en 2023. Elle a existé sur 2022. On n'a pas pensé en 2022 de la reconduire pour 2023 et on pense en 2024 de la réintroduire jusqu'en 2027. La conclusion qu'on pourrait tirer de cet oubli, c'est que cette mesure ne sert pratiquement à rien, parce que quand une mesure sert, on n'oublie jamais de la reconduire. Donc on l'avait oublié parce que personne n'a fait observer qu'on l'avait oublié, donc on a oublié. Souvent c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc c'est une mesure qu'on remet, mais qui ne coûtera pas très cher au budget, hein. On est à peu près tranquille. Maintenant, vous avez une question qui est le zonage. Ça, c'est plutôt important, notamment dans certains départements, et nous étions avec Nicolas avant-hier, ou hier à Sisteron, où là-bas, ils sont très motivés sur la question, hein, sur le zonage. On a évidemment bon nombre de dispositifs fiscaux qui créent des exonérations d'impôts sur les bénéfices, d'impôts locaux, et qui reposent sur l'existence de zonage, d'implantation dans certaines zones. On a une première disposition qui concerne des régimes ruraux, hein, qu'on rencontre dans les zones rurales, la ZRR, le bassin d'emploi à redynamiser, et puis la zone de revitalisation des commerces en milieu rural. Ces trois régimes s'achèvent au 30 juin 2024 ou sont prorogés jusqu'au 30 juin 2024, c'est comme vous voulez. Bien. Vous pourriez vous dire, c'est pas bien si on supprime des régimes. En réalité, on va en créer un qui va regrouper les trois. Ce régime qu'on va créer s'appelle France Ruralité Revitalisation. C'est beau. On est assez bon en formule médiatique. France Ruralité Revitalisation. Et qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement, la fusion des régimes ZRR et des régimes bassins en redynamisé et de zones de revitalisation des commerces. J'ose pas dire le ZOCOMIR, c'est un peu compliqué. Et donc, on va définir pour ce régime France Ruralité Revitalisation un nouveau zonage à compter du 1er juillet 2024. Et donc, on va voir ce régime qui va s'appliquer. Et qui va concerner quoi? Qui va concerner les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024
et le 31 décembre 2029, sur ces zones évidemment, ou bien les entreprises qui sont reprises pendant cette période lorsqu'elles étaient en difficulté, et la difficulté laisse penser à la lecture du texte qu'il faut qu'elle soit en liquidation. Ce sont des entreprises qui sont PME communautaires, ce sont des entreprises qui doivent respecter des conditions d'exercice dans les zones ou hors zones, comme on connaît jusqu'à maintenant, et on a surtout harmonisé le régime fiscal. On dit qu'il n'y a plus qu'un seul régime fiscal, et ce seul régime fiscal, c'est celui le plus courant, c'est-à-dire l'exonération pendant 5 ans, 75% d'exonération la 6e année, 50% la 7e et 25% la 8e année. Ce qu'il faut peut-être noter, c'est les plafonnements communautaires. Vous savez que lorsqu'on crée des régimes favorables, on a déjà le respect de la règle de minimis. Eh bien, de manière un peu particulière, on peut respecter la règle de minimis ou bien, sur option, respecter un autre plafonnement communautaire qui est celui des aides à finalité régionale, qui ne tient pas compte des mêmes conditions, ou bien, sur option, de retenir le plafonnement des aides à l'investissement dans les PME. Là, c'est vous qui, le moment venu, regarderez quelles sont les conditions pour déterminer le montant des aides autorisées lorsqu'ils sont considérés comme affinité régionale et celles qui sont autorisées lorsque sera l'investissement dans les PME. Bien entendu, s'agissant d'une option, elle sera irrévocable et donc définitive. Au-delà, il y a un certain nombre d'autres dispositifs qui existent et qui sont reconduits, notamment les zones de revitalisation du commerce de centre-ville, jusqu'au 31 décembre 2026, sans modification de zonage, les zones franches urbaines, territoires d'entreprise, 2024, et les entreprises nouvelles implantées dans les zones à finalité régionale, 2027. Les plus-values professionnelles. Les plus-values professionnelles, je voudrais y consacrer un petit moment, pas trop, parce que je vais regarder l'heure, comme ils m'ont mangé beaucoup de temps, mes prédécesseurs. Je suis obligé de regarder l'horaire, si je ne veux pas vous garder jusqu'à minuit. Le 238 quindecies, je pense que c'est un article qui, dans les entreprises individuelles, doit être l'obsession du Conseil. C'est ce qui tourne autour de 500 000 euros. 500 000 euros, il faut savoir que Bercy a fait des statistiques et il constate que quand les entrepreneurs individuels prennent leur retraite, la plus-value exonérée est toujours ou presque toujours inférieure à 500 000 euros. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en matière de prise de retraite dans les sociétés soumises à l'IS, on a retenu 500 000 euros. Le problème de la retraite, c'est que l'exonération ne concerne que l'impôt sur le revenu. Et qu'il y a donc d'autres régimes qui sont plus favorables parce qu'ils concernent l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Souvent, vous êtes, j'allais dire obsédé, ce ne serait pas gentil à votre égard, par le départ à la retraite. Tout simplement parce que votre client vous dit « je pars à la retraite, je peux bénéficier de quoi ?» Et on se jette bêtement sur le Lefebvre et on dit « il faut partir à la retraite dans telle et telle condition. » Et pour combien? Et pour combien? Pour un montant maximum d'avantage fiscal de 64 000 euros. C'est-à-dire tous 80 sur 500 000. Est-ce que ça vaut la peine de perdre son temps pour 64 000 euros? Si on peut avoir mieux ailleurs. Voilà la question. Et donc, j'attire votre attention pour dire le départ à la retraite, c'est le régime le pire.
c'est celui qu'on applique quand on n'a rien d'autre en magasin. Parce que c'est le pire. Alors, je reviens à mon 238 quindécies. C'est la fameuse cession du fonds de la branche complète d'activité ou de l'entreprise individuelle qui constitue une branche complète d'activité. Là, on a porté le montant de 300 à 500 000 il y a 2 ans. J'attire votre attention sur une chose. Les 500 000, ce n'est pas l'augmentation de 200 de l'assiette du 300. Parce que dans le 300, c'était la valeur de cession des éléments soumis au droit d'enregistrement, c'est-à-dire le fonds de commerce dans ces éléments corporels ou incorporels. Alors que dans les 500 000, c'est le prix de cession de l'entreprise. Et notamment, y compris dans le prix de cession, du moins aujourd'hui, les stocks qui ne l'étaient pas quand on était à 300 000. Donc j'attire votre attention sur ce point, parce que il peut y avoir des entreprises qui, de ce simple fait, ne sont pas susceptibles de bénéficier du 238 quindécies. Prenons l'exemple d'une entreprise de bijouterie un peu sérieuse. On dépasse largement les 500 000 et voire même le million. Donc, alors je sais que le Bercy réfléchit sur cette question pour savoir s'il ne peut pas revenir à la conception ancienne. Pour les 500 000, c'est ce qui était dans les droits d'enregistrement. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, attention au prix. Deuxièmement, il faut avoir exercé pendant 5 ans. Très bien. C'est généralement pas un sujet majeur. Il faut céder la branche complète d'activité. C'est-à-dire que le cessionnaire puisse, avec ce qu'il a acquis, exercer l'activité que moi je lui ai vendue sans faire d'autres investissements ni recruter personne. Quand on est dans cette situation, on n'a pas de souci. Ensuite, on dit qu'il faut qu'il n'y ait pas de lien entre le cédant et le cessionnaire. Souvent, on voit cette formulation. Ce n'est pas aussi simple. Si on cède à une société, il ne faut pas que le cédant ait plus de 50% des titres dans la société concernée et qu'il n'exerce pas surtout de fonction de direction. Bien, très bien. Voilà les conditions qui sont posées par l'article 238 quindécies. Et si on peut appliquer cet article, on n'a pas besoin de s'interroger pour savoir les 24 mois, le départ à la retraite, la cessation de fonction, etc. Tout ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Si vous avez compris, vous allez revoir ce 238 quindécies d'un œil nouveau. Parce que le 238 quindécies, il s'applique en cas de cession à titre onéreux, je vends, et il s'applique aussi en cas de transmission à titre gratuit, je donne ou je meurs. Je donne. Donc c'est quand même utile, et retenez ce que je viens de dire, parce qu'on va le revoir dans quelques instants. Ayant dit ce que je viens de dire, il y a une illustration à peu près évidente dans ce qui a été voté, c'est la situation des agents généraux d'assurance. Ceux-ci, d'ailleurs on ne sait pas ce que c'est qu'un agent général d'assurance, on ne sait pas les salariés, pas salariés, entrepreneurs, on ne sait pas. Mais on a accepté de considérer qu'il pouvait bénéficier, sur l'indemnité compensatrice qu'il perçoit, du régime départ à la retraite. On le savait. On n'avait jamais admis qu'il puisse bénéficier de 238 quindécies, tout simplement parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas nécessairement transmission d'entreprise, puisque je percevais de mon assurance une indemnité compensatrice sans que nécessairement il y ait une véritable transmission. Et la Cour administrative de Nancy avait toujours, depuis longtemps, toujours refusé le 238 quindécies à ce genre de situation. Eh bien, dans la loi de finances, on étend le 238 quindécies aux indemnités compensatrices versées par la compagnie d'assurance en cas de cession ou cessation d'activité. Les conditions, c'est que le contrat cédé ait été conclu depuis au moins 5 ans et que le cédant cède son entreprise individuelle ou sa branche complète d'activité, c'est-à-dire qu'il s'arrête.
On voit bien que cet ajout fait que l'agent vient de récupérer une exonération complémentaire qui est celle des prélèvements sociaux et que sur le 238, il ne paye rien, alors que sur le départ à la retraite, il avait au moins les 17,2. C'est très illustratif. Ils ont une chance un peu inouïe puisqu'on l'applique aussi dès 2023. Autrement dit, quand ils ont perçu leur indemnité compensatrice, ils ne savaient pas qu'ils pourraient être totalement exonérés si les conditions étaient remplies. Un mot, si vous voulez bien, sur le crédit d'impôt pour les entreprises, qui est le crédit d'impôt en faveur de l'industrie verte. On va aller assez vite. Pourquoi? Parce que c'est une disposition qui nécessite un agrément de l'ADEME. Autrement dit, tout le problème, ce sera de déposer des dossiers qui montreront que l'on va produire des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes ou des pompes à chaleur. Et on démontrera que par le même qu'on va respecter la réglementation environnementale pendant au moins 5 ans. Alors, nous, il faudra évidemment le connaître si vous avez des clients qui viennent là-dessus, mais enfin quand même, quand on sait qu'il faut un agrément, quand on voit que l'assiette, c'est le montant des investissements autre que de remplacement en vue de la production, quand on sait que le taux est entre 20 et 60%, et quand on sait que le plafond est de 150 millions d'euros et qu'il peut le dépasser, on voit bien qu'on entre dans un secteur très particulier dont la vocation est de réindustrialiser la France dans le secteur vert que j'évoquais tout à l'heure. Entre en vigueur le 27 septembre 2023. Dire qu'on a pu déposer peut-être des dossiers à l'ADEME à compter de cette date, mais comme il faut obtenir d'abord la validation de la Commission européenne pour savoir si le dispositif que nous proposons est conforme à la réglementation communautaire, on est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de décision concernant cette question. Et puis ensuite, vous avez d'autres prorogations de crédit ou réduction d'impôts, surtout dans le domaine culturel. Vous pouvez les lire, 2026 sur les films, 2027 sur les œuvres musicales, les spectacles vivants de variété, pour celles et ceux qui ont des clients dans ces secteurs. Je ne puis que les inviter à regarder dans le détail les conditions qui sont posées pour pouvoir bénéficier de ces crédits d'impôt. Parce qu'il y a des conditions que nous, profanes, on ne connaît pas, c'est les conditions, le nombre de personnes dans le public, le nombre de représentations, la quantité de minutes étrangères sur les films, etc. Il y a vraiment des conditions que seuls vos clients connaissent et qui sont d'ailleurs rappelées par leur syndicat professionnel. Ce que vous pouvez connaître, évidemment, c'est si la société met à disposition des salariés une flotte de bicyclettes, ce qui est évidemment très intéressant pour les salariés qui, malgré tout, seront ceux qui continueront à pédaler. La TVA a un certain nombre de dispositifs. La disposition qu'a commentée tout à l'heure votre président. Il l'a fait avec beaucoup d'élégance, puisqu'il n'a pas laissé penser, comme certains le faisaient, que ce retard à l'allumage était dû au fait que l'administration aurait pris du retard et que le secteur des entreprises était prêt. En réalité, on sait bien qu'il n'était pas prêt, pas plus que ne l'était l'administration fiscale. Donc c'est un retard bien naturel. Il faut d'abord se demander ce que ça veut dire. Le nouveau calendrier de la facture électronique, ça n'interdit pas aux entreprises de faire des factures électroniques depuis aujourd'hui. Ce qui est en cause, c'est le fait que les factures électroniques vont transiter par Bercy. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est à partir de quand les factures électroniques qui seront reçues ou qui seront envoyées vont devoir passer par le portail de Bercy. Sinon, on s'en fiche que
vous fassiez des factures électroniques ou pas entre entreprises. Pas le sujet. Le sujet, c'est Bercy. Or, Bercy, aujourd'hui, a l'intention d'avoir un dispositif qui lui permette de faire du pré-remplissage de déclaration de TVA, ce qui est évidemment extrêmement sérieux comme sujet, puisque c'est la première recette fiscale de l'État. Par conséquent, on n'a pas la possibilité de se tromper. Alors qu'auparavant, quand on avait des délais, des mises en application plus proches, on n'avait pas cet objectif. L'objectif, c'était que les factures passent à Bercy sans que Bercy soit en situation de pouvoir pré-remplir des déclarations de TVA. Et sans doute, c'est un service informatique ou un prestataire qui a dû expliquer à Bercy qu'il pouvait faire mieux que ce qu'il pensait et que ça prendrait un petit peu plus de temps. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes, avec la facture électronique, dans le domaine de la TVA. Je dis ça à tout le monde. Ça veut dire que la facture électronique s'impose, quand les dates seront atteintes, aux entreprises qui ont l'obligation de faire des factures. Ce sont lesquelles? Ce sont celles qui s'adressent à des assujettis. Mais les entreprises qui n'ont pas l'obligation de faire de factures parce qu'elles s'adressent à des non-assujettis continueront à relever en matière de preuve du logiciel de caisse certifié pour justifier de leurs recettes. Il faut bien comprendre que nous sommes dans le domaine de la TVA. Et quand on aura mis en place la facture électronique, eh bien, on n'aura plus besoin d'avoir la piste d'audit fiable qu'aujourd'hui toutes les entreprises sont susceptibles de devoir présenter à l'administration. Oui, il y a un grand changement dans tout ça. Par contre, ils continueront à avoir. Ce qui conduit à ce qu'un certain nombre de secteurs s'interrogent un peu sur comment ça va se passer pour eux. Je pense au secteur bancaire et au secteur des assurances, parce qu'eux, ils sont dans une situation particulière, parce que les factures qu'ils vont émettre, s'ils en émettent, eh bien, ne sont pas des factures qui servent à l'assiette d'une imposition, puisqu'ils sont exonérés. Pour vos clients, certains d'entre eux vont avoir l'obligation de recevoir les factures, mais pas de les envoyer. S'ils ne sont pas obligés de faire des factures, et prenons l'exemple du prestataire de service. Le prestataire de service, eh bien, il ne fait pas de facture s'il ne s'adresse pas à un assujetti. Et si, de surcroît, c'est un prestataire d'un secteur exonéré, c'est un assujetti exonéré, ça s'appelle par exemple un chirurgien dentiste. Le chirurgien dentiste n'a jamais fait de facture à personne. Oh, peut-être pas tout à fait. Il peut arriver qu'il y ait des opérations entre assujettis qui mériteraient une facture. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de petits problèmes comme ceux que j'évoque qui feront que l'assujetti exonéré tel le dentiste, il sera obligé de recevoir des factures électroniques, mais qui ne va pas être amené à faire des factures électroniques. Il ne va même pas en faire du tout. Mais c'est normal qu'il soit amené à les recevoir, parce que si on veut connaître la TVA récupérable et la TVA exigible, il faut bien qu'on sache à qui on a vendu et qu'est-ce qu'on a vendu. Et quand le dentiste va recevoir une facture de son fabricant de sièges pour dire que ça lui coûte, je ne sais pas combien, de 100 000 € pour son siège, eh bien, il y aura une facture électronique et le dentiste sera obligé de recevoir la facture électronique que lui enverra le fabricant du siège, parce qu'il faudra que Bercy connaisse l'opération. Donc vous voyez que c'est un grand chantier qui est là devant vous, devant nous, devant tout le monde. Bon, quand je regarde, on ne voit pas bien les personnes dans la salle. Souvent, je dis, les seuls qui devraient se réjouir, ce sont ceux qui seront retraités avant. Ceux-là, ils comprendront l'intérêt de ne pas trop s'investir, mais pour les autres, ils vont avoir un vrai chantier
devant eux et devant l'administration, il faut le comprendre. Alors maintenant que j'ai dit ça, eh bien, on a les dates. On a les dates qui est celle du 1er septembre 2026 concernant l'obligation de recevoir des factures électroniques pour toutes les entreprises et pour la même date, l'obligation d'émettre des factures électroniques pour les grandes entreprises et pour les entreprises de taille intermédiaire. Et à compter de 2027, obligation d'émettre des factures électroniques pour les petites et moyennes entreprises et pour les micro-entreprises. Il faut noter que le terme micro-entreprise ici utilisé, c'est une référence à la micro-entreprise communautaire. Ce n'est pas notre référence qu'on a vue tout à l'heure, l'entreprise au micro. Hein. Évidemment, c'est pas ça. Donc, un grand mot, pardon. Un grand moment, excusez-moi, de TVA devant vous dans les 2 années qui viennent. Et dans tout cela, il y a encore une petite réforme qui s'appelle le régime de la franchise de TVA. On est plus près de nos activités. On va modifier, alors c'est une modification des seuils de franchise qui provient de directives européennes qui sont transposées. Par conséquent, ne cherchez pas la logique, c'est juste qu'on nous dit, voilà, les seuils de la franchise vont être modifiés à compter de 2025. 2025, ça veut dire on a un peu de temps pour s'y préparer, et donc on va avoir un seuil de franchise de 85 000 au lieu de 91 900 pour les ventes et fournitures de logement, et puis de 37 500 au lieu de 36 800 pour les prestations. Pourquoi il y en a un qui monte et un qui est plus élevé et un moins élevé, ce n'est pas le sujet. Et pour les surseuils, le surseuil dit de l'année en cours. Autrement dit, vous savez qu'aujourd'hui, dès qu'on atteint le surseuil, eh bien, on est assujetti à la TVA au titre du mois qui suit. Et le surseuil sera de 93 500 et 41 250. Là, le changement qui va aussi exister à partir de 2025, c'est que dès l'instant que l'entreprise aura dépassé le seuil, elle sera obligatoirement l'année suivante en TVA. Alors qu'aujourd'hui, on a comme dispositif, quand on dépasse le seuil et qu'on n'atteint pas le surseuil, eh bien, on reste l'année suivante en franchise. Eh bien, c'est ça qui change à compter de 2025. On dépasse le seuil. On n'est pas l'année N en TVA parce qu'on n'a pas dépassé le surseuil, mais en N+1, on est en TVA. Voilà la modification qui a lieu. Ce dispositif s'accompagne d'un autre seuil qui ici n'a pas été évoqué de mon fait. Hein. C'est le seuil de 100 000 € européen. Là aussi, transposition de directive, on dit il y aura pour les entreprises un seuil de 100 000 € concernant la franchise européenne. En clair, ça veut dire que si une entreprise réalise un chiffre d'affaires qui sera inférieur à 100 000 € au sein de l'ensemble des pays de l'Europe avec lesquels elle travaille, eh bien, elle sera en franchise. À une condition, c'est qu'elle ne soit pas hors franchise dans un pays concerné, par exemple la France. Nous, c'est la France. Imaginons que l'entreprise ait dépassé le seuil de franchise de 85 000. En France, eh bien, elle n'aura pas de seuil de 100 000 européens. Si par contre, elle est en franchise en France, en franchise en Belgique, en franchise en Italie, etc., et qu'au total, ces opérations représentent moins de 100 000 €, eh bien, elle bénéficiera d'une franchise européenne. Ce qui impliquera, vous l'avez bien compris, un certain nombre de déclarations à effectuer par l'entreprise auprès de l'administration fiscale pour s'y faire reconnaître. L'assujettissement à la TVA des locations meublées, c'est une modification de l'article 261 des quatrièmement qui a fait couler un peu d'encre cet été, puisque vous savez qu'en matière de
TVA et de location meublée, la location de logement ne peut être assujettie à la TVA que de plein droit. Le régime, c'est ou l'exonération ou l'assujettissement de plein droit. Ce qui fait qu'il n'est pas possible d'opter pour le régime de TVA. Or, chacun d'entre vous a bien compris que les investisseurs qui ont acheté des biens neufs immobiliers sur lesquels il y a des TVA importantes sur le prix d'acquisition, 20% du prix d'acquisition, souhaitaient pouvoir récupérer cette TVA. Pour ce faire, ils souhaitaient que les locations soient soumises à la TVA.